Les Einsatzgruppen étaient des unités mobiles d'exécution formées par les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces unités ont été initialement conçues pour assurer le contrôle allemand sur les territoires occupés par le Troisième Reich, en procédant à l'élimination de ceux qui étaient considérés comme des ennemis du régime nazi, principalement des Juifs, des communistes, des Roms et d'autres minorités ethniques. Elles ont été responsables de la mort de millions de personnes et ont ainsi joué un rôle clé dans l'exécution de ce qui a été appelé la solution finale. Les Einsatzgruppen faisaient partie de l'appareil de terreur conçu par Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich, respectivement les chefs des SS et de la Gestapo. L'expansion de l'Allemagne nazie en Europe à la fin des années 30 et au début des années 40 exigeait une méthode efficace pour consolider le contrôle sur les territoires conquis. En 1939, après l'invasion de la Pologne, les premières Einsatzgruppen furent créées dans le but d'éliminer l'intelligentsia polonaise. Cependant, c'est en 1941, lors de l'invasion de l'Union soviétique, que les Einsatzgruppen prirent leur forme la plus brutale et systématique. 4 unités principales, connues sous le nom d'Einsatzgruppen A, B, C et D, furent déployées sur le front de l'Est pour procéder à l'anéantissement massif de la population juive et d'autres groupes ethniques. Ces opérations de nettoyage ethnique, menées en collaboration avec la Wehrmacht, la police et d'autres organismes locaux, faisaient partie intégrante de la politique d'expansion raciale et de domination totale promue par Hitler. Chaque Einsatzgruppe était composée de 500 à 1000 hommes, la plupart membres des SS, de la Gestapo et de la Kripo. Ces groupes étaient ensuite divisés en sous-unités appelées Einsatzkommando, affectés à différentes zones pour accomplir leur mission d'exécution. La chaîne de commandement était rigidement structurée, les chefs recevant des ordres directement du Reichssicherheitshauptamt, dirigé par Heydrich. Le modus operandi des Einsatzgruppen était simple mais dévastateur. À leur arrivée dans une ville, les commandants coordonnaient avec les autorités locales pour identifier les Juifs et autres indésirables. Les victimes étaient rassemblées dans des camps ou à la périphérie des villes où, dans un processus méthodique et souvent public, elles étaient exécutées par des fusillades de masse. Souvent, on forçait les victimes à creuser leur propre tombe avant d'être tuées. Les Einsatzgruppen furent responsables de certains des plus grands et des plus atroces massacres de la guerre, tels que le massacre de Babi Yar, près de Kiev, où en septembre 1941, plus de 33 000 Juifs furent exécutés en seulement 2 jours. À mesure que la guerre se prolongeait sur le front de l'Est, les tactiques des Einsatzgruppen évoluèrent pour faire face aux énormes populations qu'ils devaient éliminer. Les massacres étaient souvent assistés par des collaborateurs locaux, ce qui augmentait la capacité des Einsatzgruppen à accomplir leurs tâches. Les fusillades de masse restèrent la principale méthode d'extermination, bien que la logistique devienne plus complexe à mesure que les lignes de ravitaillement s'étendaient sur le vaste territoire soviétique. De plus, les Einsatzgruppen furent impliqués dans d'autres activités liées à la contre-insurrection, la chasse aux partisans et l'élimination de toute forme de résistance organisée. Cependant, leur fonction principale resta l'exécution du génocide, et à la fin de l'année 1941, ils avaient tué plus d'un demi-million de Juifs. Cependant, au fil du temps, Himmler découvrit que les méthodes de meurtre utilisées par les Einsatzgruppen étaient extrêmement inefficaces. Non seulement elles étaient coûteuses, mais elles sapaient également le moral de leurs troupes. Certains des auteurs de ces actes souffraient de problèmes de santé physique et mentale, et beaucoup se tournèrent vers l'alcool et les méthamphétamines. Les chefs des Einsatzgruppen tentèrent de transformer les exécutions de masse en un acte collectif sans responsabilité individuelle. Toutefois, cela ne fut pas suffisant pour que chaque auteur se sente exempt de culpabilité. Avec le temps, 3 types de bourreaux furent définis. Ceux qui étaient impatients de participer dès le début, ceux qui y participaient uniquement parce qu'ils en recevaient l'ordre, et une minorité qui refusait de coopérer. Certains hommes devinrent spontanément excessivement brutaux dans leur méthode de meurtre et leur zèle pour la tâche. Le commandant de l'Einsatzgruppe D, Otto Ollendorf, remarqua particulièrement cette propension à l'excès et ordonna que tout homme trop désireux de participer ne procède plus à d'autres exécutions. Après la chute du Troisième Reich en 1945, le rôle des Einsatzgruppen dans les crimes de guerre nazis ne passa pas inaperçu. Lors des procès de Nuremberg,
Les commandants de ces unités furent accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le procès spécifique des Einsatzgruppen aboutit à la condamnation de 24 officiers, dont 14 furent condamnés à mort. Le reste reçut des peines de prison qui, dans certains cas, furent réduites avec le temps. L'exécution de ces chefs fut perçue comme un acte de justice pour les innombrables victimes de leur barbarie, bien que la souffrance causée par les Einsatzgruppen ait laissé des cicatrices indélébiles dans les communautés qu'ils avaient ravagées. Cependant, la plupart des personnes qui avaient exécuté les ordres ne furent jamais accusées et retournèrent à la vie civile sans être tenues responsables. Le parquet central de l'Allemagne de l'Ouest n'accusa qu'environ 100 anciens membres des Einsatzgruppen de crimes de guerre, et au fil du temps, il devint de plus en plus difficile d'obtenir des condamnations. Les témoins vieillissaient et la possibilité qu'ils fournissent des témoignages précieux diminuait naturellement. De plus, le financement des procès fut, dans de nombreux cas, insuffisant, et les gouvernements d'Autriche et d'Allemagne s'intéressaient davantage à oublier le passé nazi qu'à obtenir des condamnations. Werner Braun, l'architecte de la mort en Crimée. Werner Braun est né le 11 avril 1909 à Merstedt, en Allemagne. Comme beaucoup de ses contemporains qui rejoindront plus tard le régime nazi, Braun a été influencé par le contexte politique de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, marqué par le ressentiment envers le traité de Versailles, l'instabilité économique et la montée de l'antisémitisme. Il a étudié le droit aux universités de Jena, Bonn et Munich, et en 1931, il a rejoint le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, consolidant dès son jeune âge sa loyauté envers l'idéologie nazie. Sa rapide ascension dans les rangs de la SS et du SD l'a placé à des postes clés au sein de l'appareil de sécurité et de renseignement du régime nazi. En 1938, il est devenu chef intérimaire de la Gestapo à Münster. En 1940, il est devenu chef permanent de la Gestapo, d'abord à Coblence, puis au bureau de la police d'État à Wesermünde et plus tard à Halle. Dans toutes ces villes, Braun s'est distingué par son efficacité dans la répression des opposants politiques et des minorités ethniques. Cela lui a valu la confiance de ses supérieurs et, lorsque l'invasion de l'Union soviétique a commencé à l'été 1941, il a été sélectionné pour diriger une unité au sein de l'Einsatzgruppe D. Son frère cadet, Fritz Braun, a été nommé commandant de l'Einsatzkommando 4B. L'Einsatzgruppe D, sous le commandement général d'Otto Ollendorf, opérait principalement dans le sud de l'Ukraine, en Crimée et dans le Caucase. Braun, à la tête de l'Einsatzkommando 11B, était responsable de l'exécution des ordres d'extermination des populations juives et d'autres éléments dangereux dans certaines de ces régions. Les tactiques de Braun et de ses hommes suivaient la méthode établie par les Einsatzgruppen. À leur arrivée dans une ville ou un village, les victimes étaient rassemblées et transportées à la périphérie, où il leur était ordonné de creuser des fosses avant d'être exécutées en masse. Les rapports de l'époque détaillent sa participation à l'exécution de milliers de juifs, de communistes et de prisonniers de guerre en Crimée, avec un accent particulier sur les massacres de Simferopol, Yevpatoria et Féodosia. Braun était connu pour son absence totale de pitié. Les témoignages des survivants et d'autres membres des Einsatzgruppen ont décrit sa froideur pendant les exécutions, exécutant les ordres avec une précision bureaucratique qui reflétait le caractère impersonnel du génocide nazi. Erich Naumann et les exécutions de masse en Biélorussie. Erich Naumann est né le 29 avril 1905 à Meißen, en Saxe. Dès son jeune âge, il fut influencé par le contexte politique et social d'après-guerre, qui favorisait la montée du nationalisme extrême et de l'antisémitisme. Contrairement à Braun, qui était très apprécié au sein de la haute hiérarchie du régime nazi pour ses études, Naumann quitta l'école à l'âge de 16 ans et trouva un emploi dans une entreprise commerciale de sa ville natale. En 1929, il rejoignit le Parti national-socialiste des travailleurs allemands et monta rapidement en grade dans les rangs de la SA. Ensuite, en 1935, il rejoignit les SS, se consolidant comme l'un des membres les plus fidèles du régime nazi. Au cours des années 30, Naumann occupa divers postes au sein de la Gestapo et du SD et fut commandant de l'Einsatzgruppe 6 lors de l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Cette unité fut responsable de l'assassinat de plus de 6000 activistes, intellectuels, universitaires,
membres du clergé, acteurs et anciens officiers polonais dans le cadre de l'opération Tannenberg, visant à éliminer plus de 60 000 membres de l'élite du pays. Son expérience dans la répression des opposants politiques et l'élimination des éléments jugés indésirables par le régime nazi le prépara à un rôle de premier plan dans les opérations d'extermination lorsque Hitler décida de lancer l'opération Barbarossa en juin 1941. En novembre de cette même année, Naumann fut nommé commandant de l'Einsatzgruppe B, l'une des 4 principales unités des Einsatzgruppen opérant dans les territoires occupés du front oriental. L'Einsatzgruppe B, sous le commandement de Naumann, opérait principalement dans la région de la Biélorussie, où il était chargé de mener à bien la purge raciale et politique ordonnée par le Troisième Reich. Les rapports envoyés par Naumann à Adolf Eichmann dans les mois suivants affirment qu'il était responsable de la mort de 17 256 personnes à Smolensk. Sous son commandement, il admit que l'Einsatzgruppe B possédait 3 camions à gaz utilisés pour exterminer des êtres humains. Dans un autre rapport daté du 15 décembre 1942, Naumann rapporta que l'unité avait fusillé un total de 134 298 personnes. L'un des épisodes les plus brutaux associés à Naumann fut le massacre de Bobruisk, au cours duquel des milliers de juifs et de civils furent exécutés dans une série d'opérations menées à la fin de 1941 et au début de 1942. Naumann supervisa personnellement ces massacres qui furent réalisés dans le cadre des politiques nazies d'extermination dans les territoires occupés de l'Est. Les victimes furent fusillées en périphérie de la ville et enterrées dans des fosses communes. Le massacre de Bobruisk n'est qu'un exemple des atrocités commises par Naumann et son unité pendant son mandat. De septembre 1943 à juillet 1944, Naumann fut commandant de la police de sécurité et du SD aux Pays-Bas. À ce poste, il aida les auteurs de l'opération Silbertan, nom de code désignant une série d'exécutions menées entre septembre 1943 et septembre 1944 pendant l'occupation allemande des Pays-Bas, réalisée par un escadron de la mort composé de membres néerlandais des SS et de vétérans néerlandais du front de l'Est, et approuva les exécutions menées par Henk Feldmeijer. Naumann était un fervent antisémite et un défenseur convaincu de l'idéologie raciale nazie. Son dévouement à la cause génocidaire se reflétait dans sa détermination à exécuter les ordres d'extermination sans aucune compassion pour ses victimes. Les témoignages des membres de son unité décrivent Naumann comme un homme méthodique et cruel, qui n'hésitait pas à commettre des meurtres de masse pour atteindre les objectifs du régime. Contrairement à d'autres officiers qui tentèrent de minimiser leur implication dans les crimes de guerre pendant les procès d'après-guerre, Naumann n'exprima jamais de remords pour ses actions durant la guerre. Il considérait sa participation à l'Holocauste comme une partie de son devoir envers le Troisième Reich et envers Hitler. Après la reddition de l'Allemagne, en mai 1945, Naumann fut capturé par les forces alliées et jugé. Au cours du procès, des preuves accablantes de sa participation à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité furent présentées, y compris l'exécution systématique de dizaines de milliers de personnes en Biélorussie. Contrairement à Braun, qui avait tenté de se justifier en affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs, Naumann déclara qu'il ne considérait pas ses actions en tant que commandant de l'Einsatzgruppe B comme injustes. Lorsqu'il fut interrogé à la barre des témoins, pour savoir s'il voyait quelque chose de moralement répréhensible dans les ordres donnés par Hitler et ses supérieurs, il répondit avec austérité et assurance qu'il jugeait ces ordres corrects, car ils faisaient partie de son objectif dans le cadre de la guerre et étaient donc nécessaires. Finalement, Naumann fut reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui et condamné à mort. Le 7 juin 1951, il fut exécuté par pendaison à la prison de Landsberg. Otto Ollendorf, le bureaucrate de l'extermination. Otto Ollendorf est également connu comme l'un des principaux commandants des Einsatzgruppen. Né en 1907 à Hoheneggelsen, en Basse-Saxe, Ollendorf se distinguait par sa froideur et sa rationalité, des qualités qui définissaient à la fois sa vie et son rôle dans l'Holocauste. Ollendorf a grandi dans une famille d'agriculteurs. Il a étudié le droit et l'économie à l'université de Leipzig, puis à Göttingen. Ces disciplines ont façonné son approche méthodique et légaliste de la vie. En 1925,
À l'âge de 18 ans, il a rejoint le Parti national-socialiste des travailleurs allemands et en 1926, il est entré dans la SS où il a commencé à se faire connaître au sein des structures bureaucratiques du parti nazi en intervenant en tant qu'avocat dans les débats entre la SS et d'autres organisations et en enseignant dans certaines écoles créées par le régime. Bien qu'Ohlendorf soit resté largement éloigné du front pendant la première phase de sa carrière, son intelligence et ses capacités organisationnelles ont fait de lui une figure clé au sein des structures de l'appareil de sécurité nazi. Au début de 1936, il a été nommé conseiller économique du bureau de la sécurité du SD et 3 ans plus tard, il a été nommé chef du bureau central de sécurité du Reich, où il dirigeait le département économique. Cependant, son ascension au pouvoir ne se limitait pas à la bureaucratie, car la guerre à l'Est lui offrit bientôt un nouveau rôle, commandant d'un groupe d'extermination. En juin 1941, lorsque l'Allemagne a lancé l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, Ohlendorf a été placé à la tête de l'Einsatzgruppe D, dont une des unités était dirigée par Werner Braun, et a participé au massacre de Simferopol. L'Einsatzgruppe D opérait dans les territoires du sud de l'Ukraine, de la Crimée et du Caucase, et sa mission était de mener des opérations de sécurité dans les zones nouvellement occupées. En pratique, cela signifiait exécuter tous ceux qui étaient considérés comme une menace pour le régime nazi, ce qui incluait principalement les Juifs, les Roms, les communistes et les prisonniers de guerre soviétiques. Sous le commandement d'Ohlendorf, l'Einsatzgruppe D a participé à certains des massacres les plus brutaux de l'Holocauste. Selon ses propres témoignages, son unité a exécuté plus de 90 000 personnes entre 1941 et 1942. Cependant, contrairement à Naumann, il a refusé d'utiliser des camions à gaz pour exterminer la population juive et d'autres minorités ethniques. Extrêmement prudent et calculateur, Ohlendorf estimait que ce mécanisme était hautement inefficace car il diminuait le moral de ses troupes. Parmi les postes qu'il a occupés au ministère de l'économie, son travail pour la modernisation structurelle de l'Allemagne a été particulièrement important, ainsi que les plans de reconstruction d'après-guerre, dont beaucoup ont été réalisés après le conflit, et la lutte incessante qu'il a menée contre la bureaucratisation de la politique et de l'économie. Il a également été l'un des chefs de file de la tendance économique à moderniser la production, défenseur d'un système mixte qui prônait la planification économique dans la production et la commercialisation en gros, tout en coexistant avec la libre entreprise capitaliste dans la distribution et la fabrication au détail. L'un des aspects les plus troublants d'Ohlendorf était sa capacité à rationaliser les atrocités qu'il a commises. Comme beaucoup d'autres hauts responsables nazis, Ohlendorf croyait fermement à la nécessité d'une guerre raciale. Pour lui, l'extermination des Juifs et d'autres groupes indésirables n'était pas un acte de barbarie, mais une mesure de sécurité qui devait être réalisée pour assurer la survie de l'Allemagne. Cette justification idéologique était au cœur de sa défense pendant les procès. Ohlendorf a livré l'un des témoignages les plus choquants de l'après-guerre. Sans montrer aucune émotion, il a admis que son unité avait assassiné des dizaines de milliers de personnes et a décrit les procédures des exécutions avec une froideur presque bureaucratique. Cette attitude a surpris les juges et les observateurs qui s'attendaient à des signes de repentir ou de remords. Pour Ohlendorf, un homme guidé uniquement par la raison et la logique, les crimes commis par le régime nazi n'étaient pas pires que ceux commis par les forces alliées. Les deux étaient, selon lui, nécessaires dans le contexte de la guerre. Ohlendorf s'est déclaré profondément écœuré par la corruption qui régnait dans le Troisième Reich et par la dépravation morale de ses dirigeants. Cependant, il n'a montré aucun remords pour ses actes, ni la moindre compassion pour les victimes, déclarant au procureur Ben Ferenc, un avocat américain d'origine judéo-hongroise, que les Juifs d'Amérique souffriraient pour ce qu'il avait fait. Finalement, Ohlendorf a été condamné à mort le 19 avril 1948. Il a refusé l'aide spirituelle du prêtre que le tribunal de Nuremberg avait mis à la disposition des prisonniers, obéissant à la raison jusqu'à ses dernières conséquences, et il a été pendu dans l'obscurité des premières heures du matin du 7 juin 1951 dans la forteresse de Landsberg. Comme le reste des commandants des Einsatzgruppen, Ohlendorf a été photographié avant de mourir. Aucune émotion n'apparaissait sur son visage. Friedrich Jeckeln, la mort errant dans les forêts de l'Est.
Friedrich Jeckeln fut l'un des officiers SS les plus redoutés et les plus efficaces pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que commandant de plusieurs Einsatzgruppen dans les territoires occupés de l'Est, son nom est lié à certaines des pires atrocités commises par les forces nazies, y compris les massacres de Rumbula et de Babi Yar. Sa brutalité et son efficacité dans la mise en œuvre de la solution finale en ont fait l'une des figures les plus sombres de la machine génocidaire nazie. Jeckeln est né en 1895 à Hornberg, en Allemagne. Il a servi dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale et après la défaite de l'Allemagne, il a rejoint le mouvement Freikorps, une organisation paramilitaire qui combattait les communistes et d'autres éléments perçus comme des ennemis de l'Allemagne. Comme beaucoup d'anciens combattants, Jeckeln a été attiré par le mouvement nazi et en 1929, il a rejoint le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ce qui l'a conduit à rejoindre la SS peu de temps après. Grâce à son expérience militaire et à sa loyauté envers le régime nazi, Jeckeln a rapidement gravi les échelons de la SS. En 1936, il a été nommé Obergruppenführer, l'un des grades les plus élevés de l'organisation. Tout au long des années 1930, il a occupé divers rôles administratifs et de sécurité au sein du Troisième Reich, consolidant sa réputation d'officier loyal et efficace. Cependant, sa véritable notoriété est venue avec le début de l'invasion allemande de l'Union soviétique. En 1941, après le début de l'opération Barbarossa, Jeckeln a été affecté au territoire de l'Est en tant que Höhere SS und Polizeiführer. Cette position l'a placé à la tête des forces de sécurité et des Einsatzgruppen, les unités mobiles d'extermination chargées d'exécuter les Juifs, les communistes et d'autres ennemis du Troisième Reich dans les territoires occupés. Jeckeln a adopté une approche brutale et systématique pour accomplir sa tâche. Sous son commandement, certaines des plus grandes tueries de l'Holocauste ont été perpétrées, où des milliers de personnes ont été exécutées dans des opérations rapides et méthodiques. Beaucoup affirment, en effet, que la procédure consistant à rassembler de grands groupes de victimes, à les forcer à creuser leurs propres fosses, puis à les abattre en séquence pour minimiser le temps et l'effort nécessaires, a été inventée par Jeckeln, qu'il appelait Sardinenpackung. Deux des crimes les plus notoires auxquels Jeckeln a participé sont les massacres de Rumbula et de Babi Yar. Lors de ces événements, des dizaines de milliers de personnes, principalement des Juifs, ont été exécutés en peu de temps, en faisant certains des épisodes les plus meurtriers de l'Holocauste. Entre novembre et décembre 1941, sous les ordres de Jeckeln, la SS et les forces de police allemandes ont perpétré l'un des plus grands massacres de l'histoire de l'Holocauste. Dans la forêt de Rumbula, près de Riga, en Lettonie, environ 25 000 personnes ont été exécutées en seulement 2 jours. Les victimes étaient principalement des Juifs qui avaient été transférés dans le ghetto de Riga, ainsi que d'autres groupes indésirables. L'ampleur de l'opération et sa rapidité témoignent de l'efficacité brutale de la procédure Jeckeln. Les gens étaient conduits sur le lieu d'exécution, forcés de se déshabiller puis abattus en tombant dans des fosses communes. À la fin de septembre 1941, Jeckeln a également joué un rôle clé dans l'exécution du massacre de Babi Yar, aux abords de Kiev, en Ukraine. En un seul week-end, plus de 33 000 Juifs ont été tués par la SS et les forces collaboratrices sous son commandement. Les victimes ont été conduites dans le ravin de Babi Yar, où elles ont été systématiquement exécutées et jetées dans des fosses communes. Cette opération fut l'une des plus grandes et des plus rapides exécutions de masse de l'Holocauste, et Jeckeln en fut l'un des principaux organisateurs. À mesure que l'avance de l'armée rouge commençait à inverser les gains territoriaux nazis à l'Est, la situation de Jeckeln devenait de plus en plus précaire. Malgré ses crimes, il a continué à servir fidèlement le régime jusqu'à l'effondrement final de l'Allemagne nazie en 1945. Il a été capturé par les forces soviétiques à la fin de la guerre. En janvier 1946, Friedrich Jeckeln a été jugé par un tribunal militaire soviétique à Riga. Il a été accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, des accusations qui ne pouvaient être réfutées au vu des preuves accablantes et des témoignages contre lui. Au cours du procès, des détails horribles des massacres qu'il a supervisés, y compris ceux de Rumbula et de Babi Yar, ont été révélés. Son rôle en tant que l'un des principaux exécutants de l'Holocauste à l'Est a été clairement établi. Le verdict fut accablant. Jeckeln fut reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à mort.
Contrairement à la plupart des autres commandants des Einsatzgruppen, Jekyll n'a pleinement admis sa culpabilité et a assumé l'entière responsabilité des activités de la police SS et SD sous son commandement en Ostland. Le 3 février 1946, il fut pendu à Riga, sur la place de la Victoire, avec d'autres officiers nazis responsables de crimes similaires dans la région. Paul Blobel effaçait les traces du génocide. Paul Blobel, l'un des commandants les plus notoires des Einsatzgruppen, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Holocauste. En tant que chef de l'Einsatzkommando 4A, son nom est inévitablement lié au massacre de Babi Yar, où plus de 33 000 Juifs furent tués en quelques jours. De plus, Blobel fut responsable de l'Opération 1005, une mission macabre visant à cacher les traces des crimes nazis en exhumant et en brûlant les cadavres des fosses communes. Tout au long de sa carrière dans le Troisième Reich, il a montré une loyauté indiscutable et une cruauté calculée qui ont fait de lui l'un des principaux responsables des atrocités nazies. Paul Blobel est né le 13 août 1894 à Potsdam, en Allemagne. Il a servi comme officier pendant la Première Guerre mondiale où il a été décoré pour son courage. Après le conflit, il a obtenu son diplôme d'architecte et a travaillé dans son domaine jusqu'à ce que la Grande Dépression dévaste l'économie allemande. Comme beaucoup d'autres confrontés à des difficultés économiques, Blobel a été attiré par le national-socialisme et la montée du mouvement nazi. En 1931, il a rejoint le NSDAP et peu de temps après, il a intégré les rangs de la SS, marquant ainsi le début de sa carrière dans les forces de sécurité du Troisième Reich. Blobel gravit rapidement les échelons de la hiérarchie nazie, se distinguant par son efficacité dans les opérations de sécurité intérieure. En 1941, après l'invasion de l'Union soviétique pendant l'opération Barbarossa, Blobel fut nommé commandant de l'Einsatzkommando 4A, qui faisait partie de l'Einsatzgruppe C. Cette unité avait pour tâche d'éliminer les Juifs, les communistes, les intellectuels et tout autre groupe considéré comme une menace pour le régime nazi en Ukraine. Blobel a assumé son rôle avec dévouement et brutalité. Son Einsatzkommando fut responsable de nombreux massacres à travers l'Ukraine, mais l'événement le plus infâme sous son commandement fut le massacre de Babi Yar, près de Kiev. En septembre 1941, après que les nazis eurent pris la ville, Blobel reçut l'ordre d'exterminer la population juive de Kiev. Ce qui s'ensuivit fut l'une des plus grandes et des plus rapides tueries de la Seconde Guerre mondiale. Le 29 et 30 septembre 1941, plus de 33 000 Juifs de Kiev furent conduits dans le ravin de Babi Yar, où ils furent systématiquement exécutés. Les SS, la police allemande et des collaborateurs locaux menèrent l'opération sous la direction de Blobel. Les victimes furent forcées de se déshabiller. Leurs biens furent confisqués, puis elles furent conduites au bord du ravin, où elles furent fusillées en masse. L'efficacité et la rapidité de l'opération furent étonnantes, même selon les normes des Einsatzgruppen. En 2 jours, un tiers de la population juive de Kiev fut exterminée et leurs corps furent jetés dans le ravin. Ce crime devint un symbole de la barbarie nazie et de l'indifférence glaciale avec laquelle les politiques génocidaires furent mises en œuvre. Blobel ne montra aucun remords pour son rôle dans le massacre. Au contraire, il fut récompensé pour sa loyauté envers le régime et continua de superviser d'autres opérations d'extermination en Ukraine. Cependant, sa carrière en tant que commandant sur le terrain ne dura pas longtemps. En 1942, Blobel fut relevé de son commandement en raison de problèmes de santé liés à l'alcoolisme et au stress. Cependant, son lien avec les crimes de l'Holocauste ne s'arrêta pas là. En 1943, Heinrich Himmler lui assigna une nouvelle tâche, diriger l'opération 1005, un effort secret pour éliminer les preuves des massacres commis par les Einsatzgruppen et d'autres unités nazies. L'opération 1005 consistait à exhumer et à brûler les corps des fosses communes dans les territoires occupés de l'Europe de l'Est. Cet effort commença en réponse aux inquiétudes croissantes selon lesquelles l'avance de l'armée rouge pourrait révéler l'ampleur du génocide nazi. Blobel, avec son expérience des exécutions de masse, fut considéré comme la personne adéquate pour diriger ce sombre travail. Sous son commandement, des équipes spéciales, souvent composées de prisonniers des camps de concentration, exhumèrent les corps des victimes dans des lieux comme Babi Yar et d'autres endroits où les Einsatzgruppen avaient opéré.
Les cadavres furent brûlés sur d'immenses bûchers, et les prisonniers qui réalisaient ce travail étaient généralement exécutés à la fin pour éviter tout témoin. Cette opération fut l'une des dernières tentatives des nazis pour dissimuler les crimes commis pendant l'Holocauste, bien qu'il n'ait pas pu cacher entièrement l'ampleur des atrocités. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, Blobel fut arrêté par les forces alliées et traduit en justice lors des procès de Nuremberg. Il fut l'un des accusés dans le procès des Einsatzgruppen, où il fut accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au cours du procès, Blobel admit sa participation au massacre et à l'opération 1005. Mais, comme beaucoup d'autres accusés, il tenta de justifier ses actes en affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Cependant, les preuves contre lui étaient accablantes. Sa responsabilité dans le massacre de Babi Yar et son rôle dans la dissimulation des crimes nazis par le biais de l'opération 1005 en firent l'un des criminels de guerre les plus notoires des procès. Le 10 avril 1948, Paul Blobel fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Bruno Streckenbach, le commandant qui échappa à la justice. Bruno Heinrich Streckenbach est né le 7 février 1902 à Hambourg, en Allemagne. Sa carrière en tant qu'officier supérieur des SS et commandant de la Gestapo l'amena à devenir commandant de l'Einsatzgruppe, lors de l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Streckenbach fut une figure clé de l'organisation et de l'exécution de crimes de guerre à grande échelle, participant à la planification et à la direction de massacres dans les territoires occupés par les nazis. Streckenbach abandonna ses études en avril 1918 pour rejoindre l'armée allemande, mais, comme ses collègues Erwin Schulz et Heinrich Himmler, il ne servit jamais sur le front en raison de l'armistice qui eut lieu en novembre 1918. Après la guerre, accablé de honte, il travailla comme négociant en gros, tenta sa chance dans la publicité, devint rédacteur radio et tenta également de s'établir en tant que directeur d'un bureau local. Il rejoignit rapidement le Freikorps Bahrenfeld et participa au putsch de Kapp en mars 1920, lorsque des putschistes dirigés par le politicien d'extrême droite Wolfgang Kapp prirent le pouvoir à Berlin, forçant le gouvernement à se déplacer d'abord à Dresde puis à Stuttgart. Cependant, après seulement une semaine, le coup d'État fut réprimé par la forte résistance des syndicats, la passivité de la bureaucratie ministérielle à Berlin et le manque de planification des putschistes. Après la guerre, l'Allemagne connut une période d'instabilité politique et économique qui fournit un terreau fertile à l'essor du national-socialisme. Streckenbach, comme beaucoup d'autres anciens combattants, trouva un sentiment d'appartenance dans le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, auquel il adhéra en 1930. Sa loyauté envers le parti et son efficacité dans le service lui assurèrent une ascension rapide au sein des rangs des SS et de la Gestapo. En 1933, Streckenbach occupait déjà une position importante dans la Gestapo de Hambourg, où il supervisait l'élimination des opposants politiques au régime nazi. Au fil du temps, il devint l'un des officiers les plus fiables de Heinrich Himmler, chef des SS. Cette proximité avec Himmler fut essentielle à son rôle ultérieur dans l'Einsatzgruppe UN. Après la guerre, Streckenbach déclara que Werner Best, assistant personnel de Reinhard Heydrich, lui avait donné des ordres directs de déploiement à la fin de juillet ou au début d'août. Streckenbach quitta immédiatement Hambourg pour se rendre à Vienne, où il fut nommé chef de l'Einsatzgruppe In. Streckenbach supervisait 4 districts, Varsovie, Cracovie, Radom et Lublin. Dans chacun d'eux, des milliers d'intellectuels polonais furent arrêtés et, peu de temps après, assassinés. En novembre 1941, grâce à son travail en Pologne, Streckenbach fut promu SS-Gruppenführer, un général-lieutenant der Polizei. Pendant son séjour en Pologne, il se fit la réputation d'être un chef impitoyable, combattant avec détermination et sans pitié pour éliminer tous et chacun des opposants au régime nazi. En 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique, Streckenbach fut affecté au bureau central de sécurité du Reich, où il supervisa les opérations de l'Einsatzgruppe pendant l'opération Barbarossa. L'invasion de l'Est fut la phase la plus brutale de l'Holocauste, les Einsatzgruppen exterminant systématiquement des communautés juives entières dans les régions occupées par les troupes allemandes. Streckenbach, en tant que chef du bureau 1 du RSHA, joua un rôle clé dans la coordination de ces opérations,
supervisant les ordres de meurtre de masse et s'assurant que les directives nazies sur la solution finale étaient exécutées dans les territoires occupés. Bien qu'il ne fût pas toujours présent sur le terrain, son influence était évidente dans les opérations quotidiennes des forces de sécurité nazies. Après que Heydrich eut été grièvement blessé par un commando tchécoslovaque lors de l'opération Anthropoid à Prague, le 27 mai 1942, Streckenbach fut envoyé dans la ville. Bien que Himmler ait envisagé de nombreux dirigeants pour remplacer Heydrich, il décida de diriger lui-même le RSHA et concentra ses efforts pour s'assurer que les Juifs d'Europe de l'Ouest soient envoyés dans les camps d'extermination de la manière la plus efficace et complète possible, permettant à des chefs de bureau comme Streckenbach de contrôler la procédure. À la fin de juillet 1942, Himmler nomma Streckenbach son représentant légal au RSHA, ce qui lui donnait une autorité absolue pour trancher les cas disciplinaires concernant les membres du bureau. 6 mois plus tard, Himmler conclut qu'il devait nommer publiquement un successeur. À cette époque, Streckenbach jouissait d'un grand prestige parmi les dirigeants du régime et était donc considéré comme le principal candidat pour le poste. Cependant, Himmler jugea que Streckenbach avait trop de pouvoir et choisit à sa place Ernst Kaltenbrunner. Himmler souhaitait nommer Streckenbach comme haut commandant des SS et de la police pour l'Alpenland à Salzbourg. Profondément déçu, Streckenbach déclina l'offre et, dans une lettre personnelle à Himmler, demanda à retourner au front. Il s'entraîna à Hilversum, aux Pays-Bas, avec une unité anti-char au début de 1943 et gravit rapidement les échelons des Waffen-SS. Il devint rapidement commandant de régiment et de division de la 8e division de cavalerie SS et finit par diriger, en tant que général, la 19e division de grenadiers des Waffen-SS lors de l'offensive contre l'Union soviétique en 1944. Cependant, le 10 mai 1945, Streckenbach et sa division furent capturés dans la poche de Courlande par l'armée soviétique. Un tribunal militaire soviétique le condamna à 25 ans de prison pour crimes de guerre. Streckenbach purgea sa peine à la prison centrale de Vladimir et resta prisonnier de guerre soviétique jusqu'au 9 octobre 1955, date à laquelle il fut renvoyé à Hambourg. Pendant les procès de Nuremberg, le nom de Streckenbach fut mentionné à plusieurs reprises dans les documents du tribunal, y compris dans le témoignage d'Otto Ollendorf, qui identifia Streckenbach comme ayant dirigé les Einsatzgruppen vers la mise en œuvre de la solution finale. Cependant, le procureur de l'État de Hambourg conclut qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que ces actions avaient violé les lois en vigueur du régime national-socialiste. Au début des années 1960, le Bureau central de l'administration de la justice de l'État pour l'enquête sur les crimes nationaux socialistes ordonna la réouverture de l'enquête sur les crimes commis par Streckenbach. Cependant, Streckenbach, qui souffrait alors d'une grave maladie cardiaque, se déclara inapte. Le 20 septembre 1974, la Cour d'appel confirma un diagnostic qui reportait indéfiniment le début du procès. Finalement, Streckenbach n'eut jamais à répondre de sa participation au régime nazi et mourut le 28 octobre 1977 à Hambourg. L'efficacité du mal, Walter Blum et les massacres à l'Est. Né à Dortmund dans une famille protestante, Walter Blum étudia le droit aux universités de Bonn, Iéna et enfin Münster, où il fit ses premiers pas en tant que conseiller non rémunéré dans un tribunal de district à Münster. Au début des années 1930, il rejoignit le Parti national-socialiste des travailleurs allemands et trouva un emploi rémunéré comme conseiller de police en mars 1933, exerçant peu de temps après les mêmes fonctions dans le SD. Il rejoignit les SS à la fin de la même année et intégra le bureau de sécurité du Reich. Blum se fit rapidement remarquer par ses initiatives dans la persécution des Juifs, attirant l'attention de ses supérieurs qui, en 1939, le nommèrent directeur du personnel de la Gestapo. Avant d'être affecté aux Einsatzgruppen, Blum avait déjà acquis de l'expérience dans la répression violente, notamment lors de la Nuit de Cristal en novembre 1938, lorsque les troupes d'assaut SA et des civils menèrent le plus grand pogrom de l'histoire. Cette implication précoce dans des actes de violence de masse contre la population juive présageait, en quelque sorte, le rôle qu'il allait assumer au milieu des atrocités qui allèrent se produire dans les années suivantes.
Avec l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, les Einsatzgruppen furent déployés en tant que force spéciale derrière les lignes de front allemandes. Blum était à la tête du Sonderkommando Sept A, qui faisait partie de l'Einsatzgruppe B. Blum et son escadron ravagèrent la région de Biélorussie, Vitebsk, Klincy, Nevel, Smolensk, tuant 1517 juifs, un chiffre rapidement atteint en septembre 1941, dont Blum tenait soigneusement les registres personnels. Blum prépara également le contingent d'extermination pour opérer à Moscou une fois la ville conquise, ce qui finalement n'eut pas lieu. En 1942, Blum avait atteint la barre des 24 000 juifs tués. L'un des massacres les plus connus auxquels il participa fut celui de la population juive de Minsk. Au cours de cette opération, on estime qu'environ 7000 personnes furent assassinées en une seule journée, marquant l'un des épisodes les plus sombres de la campagne de l'Est. La capacité de Blum à organiser et exécuter ses actions sans hésitation fit de lui une figure clé au sein de la machine génocidaire nazie. Cependant, Blum ne resta à la tête du Sonderkommando 7A que jusqu'au 17 août 1981. Certains avancent qu'il fut rappelé à Berlin en raison de sa réticence à fusiller des femmes et des enfants, ce qui lui valut une mauvaise réputation parmi ses camarades des SS. Il passa les 2 années suivantes à la tête du bureau de la Gestapo à Düsseldorf. Pour ses réussites, Blum fut promu Standartenführer et nommé commandant en chef de la police de sécurité à Athènes. À partir de cette position, sous la direction personnelle d'Eichmann, Blum se chargea de la déportation des Juifs grecs vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Peut-être en raison de la mauvaise réputation qu'il avait acquise sur le front de l'Est, à la mi-1944, Blum acquit une certaine notoriété parmi ses collègues nazis pour avoir proposé la soi-disant « thèse du chaos », selon laquelle, si les Allemands étaient contraints d'abandonner les territoires occupés, ils devaient faire sauter les usines, les quais et autres installations et arrêter et exécuter toute la direction politique grecque, laissant le pays dans un état d'anarchie. Blum proposa également d'envoyer tous les hommes valides d'Athènes en Allemagne pour des travaux forcés afin d'éviter qu'ils ne rejoignent les partisans. Hermann Neubacher, du ministère des Affaires étrangères allemand, ne reçut pas favorablement cette suggestion, mais Blum poursuivit ses plans d'arrêter les politiciens grecs et de les envoyer au camp de concentration de Haïdari. Le 4 septembre 1944, Neubacher ordonna à Blum de cesser ses opérations, et seulement 3 jours plus tard, Ernst Kaltenbrunner ordonna à Blum de quitter la Grèce. À la fin de 1944, le pays fut considéré comme exempt de juifs et Blum retourna au quartier général du RSHA à Berlin. En 1945, Blum fut capturé à Salzbourg par les forces alliées américaines et conduit à la prison de Landsberg, où il fut jugé pour ses crimes et initialement condamné à mort. Cependant, la peine fut commuée en 25 ans de prison et Blum fut libéré à la mi-1955, après avoir purgé seulement 10 ans de détention. Une fois libéré, Blum travailla discrètement en tant qu'homme d'affaires dans la vallée de la Ruhr, se maria et eut plusieurs enfants. En 1968, alors qu'il semblait avoir enfin laissé son passé derrière lui, Blum fut arrêté et jugé à nouveau par un tribunal d'État à Brême, avec son subordonné Friedrich Linnemann, pour des accusations liées à la déportation des Juifs en Grèce. Cependant, malgré des preuves considérables contre lui, toutes les charges furent abandonnées seulement 3 ans plus tard. Blum mourut finalement en homme libre en 1974 à l'âge de 68 ans. Voix du génocide. Waldemar Klingelhofer, traducteur et bourreau. Waldemar Klingelhofer fut peut-être l'un des commandants des Einsatzgruppen les moins connus, mais son rôle dans les atrocités commises par ces unités mérite d'être souligné, non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour sa capacité à agir dans les marges du pouvoir, toujours dans l'ombre, tout en exécutant le même niveau de cruauté que les leaders nazis les plus notoires. Né le 4 avril 1900 à Moscou, fils d'un directeur de pompes funèbres d'origine allemande, Klingelhofer ne se distingua ni par ses compétences politiques, ni par son charisme. Après avoir servi dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, Klingelhofer décida d'étudier la musique, ce qui était rare parmi les commandants des Einsatzgruppen, plus enclins à étudier le droit. Au milieu des années 1930, Klingelhofer devint officiellement chanteur d'opéra
et donna des concerts dans toute l'Allemagne, charmant les dirigeants du parti nazi. Dès les années 1920, cependant, Klingelhofer faisait partie du Freikorps Rossbach. En 1937, en raison de sa popularité croissante, il fut affecté au département de la culture, une branche formelle du SD à Kassel, et 4 ans plus tard, il fut intégré à l'Einsatzgruppe B en tant qu'interprète de russe. Ainsi, les origines de Klingelhofer et sa transition vers l'appareil de terreur du régime nazi montrent la capacité de la machine mise en place par Hitler à transformer des individus ordinaires, souvent cultivés et bien éduqués, en auteurs de crimes atroces. Dans son rôle au sein des Einsatzgruppen, Klingelhofer opérait principalement en tant qu'officier de liaison et responsable de la sécurité dans les zones occupées par les nazis à l'Est. Bien qu'il ne fût pas le commandant le plus visible ou charismatique, sa méticulosité et sa loyauté envers la cause lui valurent une position de pouvoir au sein de l'Einsatzgruppe B, opérant sur le front de l'Est. Au procès, Klingelhofer affirma que son seul rôle au sein de l'Einsatzgruppe B était celui d'interprète. Cette affirmation fut rejetée par le tribunal qui argumenta que, même si cela était vrai, en tant qu'interprète, ses tâches incluaient l'identification, l'évaluation et la transmission des ordres d'exécution, ainsi que des listes noires avec les noms de milliers de personnes à exécuter. Selon son propre témoignage, Klingelhofer savait que les personnes seraient exécutées une fois retrouvées, ce qui faisait naturellement de lui un complice des crimes. Au-delà de sa complicité, le tribunal conclut que Klingelhofer n'était pas seulement un interprète, mais un leader et commandant actif qui savait ce que les unités faisaient aux Juifs. Selon sa propre déposition sous serment, Arthur Nebe, un haut officier allemand de la Kriminalpolizei, qui serait condamné à mort par les SS pour sa participation à la tentative d'assassinat contre Hitler en juillet 1944, l'avait désigné pour diriger le Fort Commando Moscou. Selon Klingelhofer, Nebe lui avait ordonné de voyager de Smolensk à Tatarsk et Mstislavl pour obtenir des fourrures pour les troupes allemandes et liquider une partie des Juifs qui s'y trouvaient et qui avaient déjà été arrêtés sur ordre du Hauptsturmführer Egon Noack, qui avait mené les exécutions sous la supervision de Klingelhofer. Enfin, le 10 avril 1948, Klingelhofer fut condamné à mort. Avant de quitter la barre des témoins, il déclara qu'il aurait souhaité que Hitler gagne la guerre, même au prix de la mort de millions de Juifs et de la dévastation de l'Europe. Bien que cette déclaration n'ait pas de lien direct avec la question de sa culpabilité, le jury la considéra comme extrêmement utile pour déterminer le degré de complicité de Klingelhofer dans l'obéissance aux ordres de ses supérieurs. 2 ans plus tard, au début de 1950, le haut-commissaire des États-Unis pour l'Allemagne, John J. McCloy, convoqua un conseil consultatif pour les grâces, également connu sous le nom de panel Peck, en l'honneur de son président David W. Peck, un groupe d'experts chargé de faire des recommandations sur les peines des personnes condamnées par les tribunaux militaires américains en tant que criminels de guerre. Dans le cas particulier de Klingelhofer, Peck recommanda que sa condamnation à mort soit maintenue. Cependant, seulement 1 an plus tard, sous une pression politique intense, McCloy commua la peine de Klingelhofer, ainsi que celle de 3 autres condamnés lors du procès des Einsatzgruppen, en réclusion à perpétuité. Le 12 décembre 1956, Klingelhofer fut libéré de la prison de Landsberg et s'installa à Villingen-Schwenningen, où il travailla comme employé de bureau jusqu'à sa mort en 1977. Les architectes de l'horreur, les commandants derrière le génocide nazi. En fin de compte, les Einsatzgruppen furent l'un des outils les plus brutaux et impitoyables du Troisième Reich, chargés de mettre en œuvre les politiques d'extermination nazie dans les territoires occupés de l'Europe de l'Est. Ces escadrons de la mort, qui opéraient principalement derrière les lignes de front, furent responsables de l'assassinat de millions de personnes, principalement des Juifs, des communistes, des Roms et d'autres minorités. Bien qu'une grande partie de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale se concentre sur les grandes batailles et sur des leaders visibles comme Hitler, Himmler ou Göring, les commandants des Einsatzgruppen jouèrent un rôle crucial dans la machine génocidaire de l'Holocauste. Les hommes qui dirigèrent ces unités n'étaient pas de simples exécutants. Chacun d'eux apporta ses propres compétences et expériences à l'accomplissement des plans nazis,
et leurs histoires révèlent différentes facettes de la cruauté, de l'efficacité et de l'absence de scrupules qui caractérisèrent le régime nazi. Werner Braun, contrairement à d'autres commandants, avait une solide formation académique. Son parcours de juriste met en lumière un élément troublant du régime nazi. Comment des hommes instruits, formés aux principes du droit, purent devenir des complices actifs du génocide. En tant que commandant de l'Einsatzkommando 11B, Braun dirigea des massacres en Crimée, participant à l'assassinat de milliers de juifs et d'autres minorités. Son histoire met en lumière l'aspect le plus rationnel et méthodique du génocide, où les lois et la justice furent perverties pour justifier les crimes les plus atroces. Pour Braun, la légalité n'était pas un obstacle, mais un outil pour l'extermination. Erich Naumann, commandant de l'Einsatzgruppe B, opéra dans les régions de la Biélorussie et de l'Union soviétique. Son commandement fut marqué par une brutalité efficace. Sous son commandement, l'Einsatzgruppe B mena des opérations d'extermination systématiques qui impliquaient l'exécution de dizaines de milliers de personnes. Naumann était méticuleux dans son travail, s'assurant que les opérations d'extermination soient menées rapidement et efficacement. Son caractère calculateur et froid reflétait la mentalité des officiers nazis qui considéraient l'extermination comme une tâche administrative et militaire à accomplir à tout prix. Otto Ohlendorf, commandant de l'Einsatzgruppe D, fut l'un des leaders les plus connus de ces unités, en partie en raison de sa disposition à défendre ouvertement sa participation au crime lors des procès de Nuremberg. Ohlendorf, fervent partisan de l'idéologie nazie, n'exprima jamais de remords pour ses actions. En fait, lors des procès, il affirma que les massacres qu'il avait supervisés étaient nécessaires à la sécurité du Troisième Reich. Sous son commandement, l'Einsatzgruppe D exécuta plus de 90 000 personnes dans le sud de l'Ukraine et en Crimée. Friedrich Jeckeln se distingua non seulement en tant que commandant des Einsatzgruppen, mais aussi en tant qu'architecte de l'un des massacres les plus horribles de l'Holocauste, le massacre de Babi Yar, au cours duquel plus de 33 000 Juifs furent tués en une seule opération à Kiev. Jeckeln, qui avait déjà de l'expérience dans la répression violente avant d'assumer son rôle dans les Einsatzgruppen, adopta une approche organisationnelle qui lui permit de mener à bien des massacres de grande ampleur rapidement et efficacement. Son système était une méthodologie d'extermination de masse qui maximisait la vitesse et minimisait le temps nécessaire à l'exécution d'un grand nombre de victimes. Paul Blobel, qui dirigea l'Einsatzkommando 4A, fut l'un des bourreaux les plus cruels et, plus tard, l'un des principaux responsables de l'opération visant à dissimuler les crimes nazis, connue sous le nom d'Action 1005. Après avoir participé au massacre de Babi Yar, Blobel fut chargé de détruire les preuves des crimes commis par les Einsatzgruppen, en exhumant et en brûlant les corps des victimes dans une tentative de dissimuler les atrocités. Cette tâche souligne non seulement la brutalité de l'Holocauste, mais aussi la conscience qu'avaient les nazis du caractère criminel de leurs actions, au point de chercher à en effacer toute trace. Bruno Streckenbach fut une figure clé dans l'organisation des Einsatzgruppen avant d'assumer son rôle opérationnel. En tant que chef de la Gestapo à Hambourg, Streckenbach avait de l'expérience dans la répression des opposants au régime nazi. Plus tard, il fut l'un des responsables de la formation et de l'organisation des hommes qui composeraient les Einsatzgruppen. Bien que son rôle sur le front de l'Est n'ait pas été aussi visible que celui d'autres commandants, son travail dans la création de ces unités fait de lui un architecte fondamental du génocide qu'elles allaient perpétrer. Walter Blum, dont la carrière antérieure d'avocat et d'officier de la Gestapo l'avait préparé à la répression, fut commandant de l'Einsatzgruppe B. Tout au long de son commandement, Blum supervisa des massacres en Biélorussie et dans d'autres régions du front de l'Est. Blum, avec son approche implacable et sa dévotion au régime nazi, exécuta les ordres d'extermination avec le froid caractéristique des leaders SS. Bien qu'il n'occupât pas un rôle aussi visible dans la hiérarchie des Einsatzgruppen, son impact fut dévastateur dans les zones sous son contrôle, supervisant la mort de milliers de personnes dans le cadre de la solution finale. Waldemar Klingelhofer, en plus de son rôle opérationnel en tant que commandant de l'Einsatzgruppe B, servit également comme traducteur officiel. Ses compétences linguistiques le placèrent dans une position critique, car il facilitait la communication entre les autorités allemandes et les fonctionnaires locaux dans les territoires occupés. Malgré son profil moins visible,
Klingelhofer fut un rouage clé dans la machine génocidaire nazie, contribuant à la fois à la planification et à l'exécution des opérations d'extermination. Sa participation montre comment même des rôles administratifs et de soutien, tels que celui de traducteur, furent essentiels à la progression des crimes des Einsatzgruppen. Les commandants des Einsatzgruppen n'étaient pas des monstres au sens conventionnel. C'étaient des personnes éduquées, dans de nombreux cas des professionnels de la classe moyenne, qui furent absorbés par l'idéologie nazie et exécutèrent la violence avec froideur et efficacité. Alors que certains, comme Ollendorf, défendirent ouvertement leurs actions, d'autres cherchèrent à dissimuler leur culpabilité ou à minimiser leur rôle. Ce qui les unit tous, c'est leur complicité dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine.